Et notre invité ce matin est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Et Jean-Jérôme Bertolus pour vous interroger. Bonjour. Bonjour Alexis Corbière. Alors Bonjour. hier soir sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon a indiqué que vous alliez déposer une motion de censure. C'est une première lors de ce quinquennat. Quel est votre objectif ? Écoutez, hier, on a passé l'après-midi entière à demander à ce que le gouvernement nous apporte des réponses. La garde des Sceaux était présente, mais considérant qu'une enquête préliminaire avait été ouverte, elle ne pouvait pas répondre, nous disait-elle, et aucun autre membre du gouvernement n'était présent. Donc au bout d'un moment, pour un peu forcer, si je puis dire, à ce que l'exécutif entende ce que nous disons, nous avons dit dans ces conditions, nous allons déposer une motion de censure pour que le gouvernement soit un peu comprenne l'ampleur du malaise, si je puis dire. Alors il s'est passé beaucoup de choses depuis, vous allez nous l'expliquer mieux que moi, c'est que la commission des lois se transforme en commission d'enquête. C'est un petit peu un pétard mouillé, ou alors vous abandonnez cette idée, parce que je dis que c'est un pétard mouillé, parce que vous êtes 17 députés de la France Insoumise, justement. il faut 58 signatures effectivement pour déposer une motion de censure, vous n'allez pas les obtenir. Écoutez, c'est un appel, vous avez raison, c'est un appel lancé au groupe des socialistes, au groupe des communistes, aux autres, à tous ces parlementaires hier, hormis ceux d'En Marche, qui étaient quand même assez indignés. Écoutez, hier, c'est par la presse, alors j'ai rien contre la presse, mais qu'on apprend les choses, et la représentation nationale était dans l'incapacité d'avoir des réponses par rapport à cette affaire Benalla dont nous allons parler, qui est quand même une affaire grave, c'est-à-dire qu'un proche du président de la République se déguise en policier, porte des coups, etc. On va préciser tout ça. Vous parlez d'une mini-affaire d'État. C'est quoi une mini-affaire d'État ? Je vous accorde que la formulation, elle était assez approximative, mais c'est une affaire, comment dirais-je, c'est de l'égratignure au danger de gangrène, quoi. C'est au départ une petite affaire, nous dit-on, d'un collaborateur du président, et puis plus ça va, plus ça grossit. Alors hier, elle était mini quand j'ai dit ça. Ce matin, à votre micro, je dis que c'est une maxi-affaire d'État. Ou du moins, c'est une affaire d'État. C'est-à-dire quoi ? Pourquoi ? Parce que je considère que finalement, le cas Benalla, quelque part, est désormais réglé, même s'il travaille encore auprès du président de la République, mais il est clair qu'il va être, d'une manière ou d'une autre, je prends les paris, sanctionné, et ne travaillera plus à l'Élysée. Mais on voit bien que ça remonte directement au chef de l'État, du moins son directeur de cabinet. Il y a une chaîne de hiérarchie. C'est ça que nous voulons comprendre. Il faut qu'il parle, Emmanuel Macron. Ça me semble une évidence, parce que vu la médiocrité de la parole de son porte-parole hier, qui d'un seul coup sort de sa boîte, je parle ici de Bruno Roger-Petit, qui n'a jamais fait une conférence de presse depuis un an qu'il est là, qui en fait une, qui nous dit des choses approximatives, des choses incroyables, expliquant finalement c'est très grave, c'est intolérable, mais voilà pourquoi 15 jours de suspension, dont je dis à ce micro, à l'attention des journalistes, j'aimerais vérifier s'il a vraiment fait ces 15 jours de suspension. C'est aussi un petit sujet, parce que quelque chose me dit que peut-être qu'il a continué à avoir certaines activités. C'est-à-dire quelque chose, vous dites. Vous pouvez quelque chose me dit, voilà. C'est-à-dire, non, mais c'est quelle activité ? C'est que je pense que j'aimerais vérifier que ce monsieur a vraiment été absent de son bureau et n'a eu aucune activité pendant 15 jours. Pourquoi vous doutez de ces... Parce que tout est fumeux dans cette histoire. Voilà. Et j'ai lu un article du Point notamment qui évoque le fait que même ce que dit Bruno Roger-Petit, à savoir qu'il y aurait eu une rétention de salaire, tout ça est plus compliqué. Vous vous appuyez sur les journalistes. C'est assez rare. Ça peut m'arriver. Non, oui, mais sur des journalistes et sur peut-être d'autres choses. Voilà, mais je le dis et je vous donne Il est isolé, Alexandre Benalla. Je sais pas. Justement, ce que je pense, c'est que si l'affaire met autant de temps à avoir toute la lumière, c'est que je pense que quand même il y a une protection, il y a une volonté d'étouffer, il y a une volonté finalement de ne pas prendre la mesure, ou du moins de se dire il vaut mieux que tout ça n'apparaisse pas dans toute son entièreté, parce que je le répète, ce qui m'intéresse désormais, c'est la chaîne de hiérarchie. Qui c'est qui permet que ce monsieur ait un casque de police sur la tête? Qui c'est qui permet que ce monsieur ait un brassard autour du bras? Toutes ces images le montrent. Qu'il a un taquivole qui, j'annonce ici, monsieur Bruno Roger-Petit nous a dit hier qu'ils étaient deux, il met dans la discussion l'identité d'un monsieur qui s'appelle Vincent Grasse, qui lui aussi manifestement est un gendarme réserviste qui occupait une fonction encore mal définie auprès du président de la République et qui est sur ces images. Mais il y a aussi une troisième personne que moi j'ai vue hier, qui est un monsieur assez grand qui participe à cette interpellation honteuse, disons-le, de monsieur Benalla, qui violente notamment une jeune femme. Et il y a un monsieur qui tient cette jeune femme. Lui, qui est-il? Il semble peut-être que ce soit un policier. Je le reconnais, ce monsieur, parce que je l'ai déjà vu. Si c'est un policier, j'ai envie de dire, il était là parce qu'il y avait une opération de police. Non. Comment se fait-il que ce policier permet que quelqu'un qui est un collaborateur du président de la République moleste une jeune femme, l'interpelle? Donc ça pose question.
Si ce monsieur, quelle est la fonction de ce policier? Une fonction d'accompagnement de ce membre de collaborateur? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Parce que vous l'avez évoqué hier, vous parlez d'une cellule au sein des forces de police. Jean-Jérôme Bertolus, je suis bien conscient que ce que je dis a plein de points d'interrogation, a une volonté un peu de provoquer le débat et de faire réagir. Mais je m'interroge sur le fait, n'y a-t-il pas un groupe en vérité? Pas seulement un jeune homme, M. Benalla, 27 ans, échauffé, qui aurait eu un comportement inacceptable. Ce qui est une première thèse qu'on veut un peu nous vendre. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Ils sont déjà deux. Je pense qu'il y a au moins ce monsieur que je suis en train d'évoquer, qui manifestement est un fonctionnaire de police et qui, sur beaucoup de photos, passe toute la journée avec M. Benalla. M. Benalla, je vais dire les choses. Quand on regarde, grâce au travail des journalistes, il est dans plusieurs endroits chauds de la manifestation, notamment avec un brassard. Rappelez-vous cette manifestation. Il y a de la casse, notamment un McDonald's en tête de manif qui est cassé par ce qu'on appelle les Black Blocs, avec une certaine lenteur de la part des forces de police à intervenir. Et bien après, il y a d'autres photos qui montrent M. Benalla. Qu'est-ce que vous dites? Qu'en fait, ce McDo, Éric Ciotti avait parlé à l'époque d'événements de violence, les pires qu'avait connus Paris depuis 1968. Le McDo, tout le monde s'en souvient. Vous voulez dire quoi? Essayons d'être clairs. Vous voulez dire que c'est effectivement des policiers qui étaient cagoulés, qui cassent? Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Je pense qu'il y a suffisamment, y compris de groupes d'ultra-gauche parfois excités, qui n'ont pas besoin d'être accompagnés de policiers pour casser. Ça, c'est une chose. Mais il peut y avoir à un moment donné une volonté politique de dire laissons-les faire. Parce que tout ça, quel est l'objet, quel est l'enjeu? Nous sommes dans un mouvement social important. Il va de soi que si au terme d'une manifestation, les seules images qui passent à la télévision ne sont pas des images de gens qui expliquent pourquoi ils veulent défendre la SNCF, mais des images de casse, ça fait le jeu du pouvoir. Et c'est l'Élysée qui guiderait ça? Mais Jean-Jérôme Bertolus, je n'en sais rien, je suis comme vous. Non mais là on est sur des accusations très graves. Mais j'entends bien, je fais de la politique. C'est pour ça que je dis derrière ça, non mais bien sûr je suis conscient, mais je le fais volontairement, à visage découvert. Et c'est pourquoi je suis content qu'à partir de lundi, et même on va en parler même cet après-midi, il y a une commission d'enquête parlementaire. Car le représentant, le député que je suis, ne peut pas en rester à des questions. Volontairement, c'est pour ça que je ne vais pas biaiser. Je pose toutes ces questions. Je ne m'accorde pas au fait qu'il y a un homme seul qui aurait en quelque sorte dérapé. Il y a manifestement des gens. Quels sont leurs rapports avec l'Élysée? Pourquoi ce monsieur Benalla a un talkie-walkie? À qui parle-t-il? Donne-t-il des consignes? Reçoit-il des consignes? Vous voyez tout ça. Il y a une partie immergée de l'iceberg. Quel est le reste? Et ça, c'est seulement précisément ce travail désormais. On va tromper le ministre de l'Intérieur, mais je ne vais pas me limiter à Gérard Collomb. Les gens sur les photos, je veux les voir. Je veux voir aussi qui dirige les opérations chez les CRS. Les gens que j'ai ciblés, nous voulons les entendre. Et on reparle de tout cela, Alexis Corbière, juste après l'info, puisqu'il est 8h40 et c'est avec vous, Romain Desec. Le ministre de l'Intérieur saisit l'IGPN, la police des polices. Gérard Collomb veut savoir quelles sont les règles qui encadrent la présence des observateurs lors de manifestations et si elles ont été appliquées dans l'affaire Benalla, ce conseiller de l'Élysée qui a frappé un manifestant le 1er mai. Gérard Collomb sera entendu par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Le rappel de légumes surgelés potentiellement contaminés à la listeria. Les paquets fabriqués par le groupe Grignard en Hongrie sont distribués partout en Europe et donc en France. Les revendeurs concernés sont Lidl, Carrefour, Auchan, Intermarché et Leader Price. Nicolas Hulot et Elisabeth Borne présentent ce matin des mesures pratiques pour favoriser les déplacements moins polluants dans les grandes agglomérations. L'idée n'est pas de contraindre mais plutôt d'inciter avec par exemple un soutien plus important pour les véhicules propres ou des voies réservées au covoiturage. Le transport est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Le Tour de France et l'Italien Vincenzo Nibali abandonne après avoir été bousculé par un spectateur hier dans la montée de l'Alpe d'Huez. Aujourd'hui, étape réservée normalement aux sprinteurs entre Bourg-d'Oisans et Valence. Prudence justement sur le Tour de France car la vallée du Rhône ainsi que le Massif central et une partie de l'Occitanie sont en alerte orange aux orages. 18 départements sont concernés à partir de 14h. Et puis il reste Neymar met fin aux rumeurs concernant un éventuel départ du PSG. Ça fait des semaines que les supporters s'en inquiétaient. Certains le voyaient déjà au Real Madrid. L'attaquant a confirmé cette nuit qu'il resterait bien au PSG. Alexis Corbière est notre invité ce matin, Jean-Jérôme. Alors, on vient de l'évoquer, effectivement, à l'issue d'une folle journée à l'Assemblée nationale, la commission des lois se transforme en commission d'enquête avec, effectivement, à sa tête, ou comme rapporteur, Yaël Braun-Pivet, députée de La République En Marche, la présidente de la commission des lois qui sera rapporteur, et Guillaume Larrivé, député LR, co-rapporteur. On l'écoute tout de suite.
je veux, avec mes collègues, faire toute la lumière sur ce qui s'est passé le 1er mai et comprendre pourquoi M. Benalla a manifestement fait l'objet d'une protection au plus haut niveau de l'État. C'est le début d'un processus par lequel je veux, comme co-rapporteur, faire toute la lumière sur ces événements. Alors, effectivement, cette commission va faire toute la lumière. Vous allez vous mettre d'accord lundi sur les auditions. On apprend ce matin, c'est une information de France Inter, qu'en fait Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, était au courant des événements qui se sont passés le 1er mai. Dès le 2 mai, c'est lui qui a en fait prévenu l'Élysée. Vous souhaitez l'entendre, vous souhaitez entendre toute la chaîne de commandement, de direction, on va dire, à l'intérieur du cabinet d'Emmanuel Macron. Vous souhaitez entendre le préfet de police. Dites-nous un petit peu. C'est une évidence, vous m'apprenez quelque chose qui est quand même grave, parce que je rappelle que c'est l'article 40 du Code de procédure pénale qui fait que M. Collomb avait obligation de transmettre aussi à la justice les faits. Pas seulement d'informer l'Élysée. Bah oui, là, je veux dire, il y a quand même de la part de ministres, je réagis à chaud, mais une volonté d'étouffer, de dire il y a eu un incident, je transmets et politiquement on va gérer ça, alors que c'est à la justice aussi de le gérer. Jérôme Bertolus, vous déguisez en policier, vous sortez dans la rue, vous frappez quelqu'un, c'est pas seulement la direction de France Info qui doit vous suspendre 12 jours. Vous avez des comptes à rendre à la justice, et moi de même. Donc là, c'est quand même incroyable. Il y a une situation qui, selon tous les citoyens, ne sont pas égaux là. Donc déjà, c'est très grave, et ça engage bien sûr la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Deuxième niveau, écoutez, si c'est vrai que le ministre de l'Intérieur, étant au courant qu'un proche du collaborateur du président de la République ne respecte pas le code pénal, c'est l'article 443-12 ou -13, vous n'avez pas le droit d'usurper l'identité de policier. Vous n'avez pas le droit, évidemment, de frapper quelqu'un. Et en l'occurrence, il y a 2 personnes qui sont frappées. Enfin, article 40, vous avez obligation de transmettre ces éléments à la justice. Si tout cela n'est pas fait, je m'excuse. Mais il y a là quelque chose qui est grave et qui doit effectivement avoir des conséquences judiciaires. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce matin, à l'heure où nous parlons, à 9h, doit se réunir en quelque sorte le bureau de cette commission des lois qui s'est transformée en commission d'enquête parlementaire, à laquelle, pour ce qui est de la France Insoumise, va participer mon collègue député Hugo Bernalicis, que vous connaissez, très compétent sur ces questions de justice. On va discuter. Allons-nous nous mettre d'accord sur qui on doit auditionner? Moi, je pense qu'évidemment, le ministre de l'Intérieur doit être entendu, mais pas seulement. Vous avez dit le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, mais aussi toute la chaîne, les gens qu'on voit sur les images. Mais on aimerait que le commandant ou le responsable de cette compagnie de CRS qu'on voit sur ces images sont entendus. Le troisième homme, je le nomme comme ça à ce stade que je vous évoquais, il doit aussi venir nous expliquer quel est son rôle. Vous voyez, il y a là quelque chose sur lequel on va voir, est-ce qu'on va s'entendre? Cette commission... Parce que pour l'instant, c'est consensuel, cette commission. C'est les 7 groupes de l'Assemblée nationale. C'est consensuel. On a réussi, il a fallu un rapport de force d'une après-midi entière de pression pour y arriver. Deuxièmement, je souhaiterais que cette commission soit en ligne, qu'elle soit ouverte. C'est-à-dire que les auditions soient publiques, ce qui est... Oui. Une interrogation aujourd'hui. Oui, à ce stade, oui. Et même, je crois que l'ambiance générale de certains, c'est plutôt que ce ne soit pas public. Je le souhaite. Je pense qu'il serait bon que tout ça se passe devant les citoyens. Alexis et que Corbière, les questions qui soient posées par la commission d'enquête parlementaire soient entendues de tous. On a quand même, en l'espace de quelques heures, commission d'enquête parlementaire, saisine de l'IGPN, enquête préliminaire du parquet. C'est pas mal pour faire toute la transparence. Oui. C'est grâce à qui ? Grâce notamment au fait qu'il y a un article de presse qui sort, grâce à la vidéo qui est faite par un militant de la France Insoumise, et notamment très vite on réagit. Non, attendez, il n'y a pas très vite. Non, mais vous avez raison, du fait d'un scandale qui est né dans une addition de 2 choses. Une vigilance citoyenne due à des gens qui filment notamment ces comportements policiers. D'accord ? Si ça n'avait pas lieu, rien ne serait sorti. Et deuxièmement, le travail d'une journaliste qui permet que l'affaire sorte 3 mois après. Mais évidemment, il y a un scandale d'une telle ampleur qu'assez rapidement, certains sortent les rames et essaient de faire des choses. Et voyez que même ce dont nous parlons, à savoir qu'il y a une commission d'enquête parlementaire, il a fallu une après-midi entière, je ne sais trop combien de suspensions de séance et de coups de fil avec l'exécutif pour y arriver. Non mais, je ne me satisfais pas de ce qu'on veut m'entendre. Je vous reproche pas d'en être le relais. En gros, l'exécutif a pris toutes les bonnes mesures, restons-en là. Non, je pose des questions, et voyez bien, y compris qui sera auditionné est un enjeu. Les conditions dans lesquelles ce sera auditionné sont aussi des enjeux. Vous attendez quoi de ce rapport de l'IGPN évoqué à l'instant? C'est l'inspection générale de la police nationale. Parce que, en fait, l'IGPN, il n'est pas policier, engagé à vous donner ce rapport à la fin de la semaine prochaine. Mais l'IGPN va faire son travail, c'est la police des polices. Donc elle veillera à nous expliquer effectivement est-ce que des policiers n'ont pas respecté les différentes procédures qu'ils doivent respecter. Mais nous évoquons des noms de gens, M. Benalla, M. Kras, qui ne sont pas policiers. Donc on ne va pas... Vous voyez ce que je veux dire? L'ordre de déontologie des journalistes, s'il existait, pourrait avoir une opinion sur vous, mais si quelqu'un n'est pas journaliste, fait quelque chose, il ne sera pas visé. Donc c'est un matériau intéressant. Mais après, il y a une chaîne politique.
Et moi, là-dedans, que les choses soient claires, je suis parfois un peu sévère vis-à-vis de la police, mais elle n'est peut-être pas en cause directement, la police, là-dedans. Je pense que beaucoup de policiers, et j'en entends certains, sont assez indignés. Eux, ils font leur travail, il y a des sanctions, ils font un travail difficile. Là, on parle de gens, je vais les qualifier d'un terme un peu rude, de barbouzerie, de gens qui sont des politiques, qui se déguisent en policiers et qui font des choses dont ils n'ont pas le droit de le faire. Et je connais quand même, la grande majorité des policiers que je connais sont des gens d'honneur, de dignité et attachés quand même à une réglementation. Et ils l'ont mauvaise, si je puis dire, de se voir embarquer là-dedans. Alors, autre sujet, ou peut-être pas d'ailleurs, une marche est organisée samedi à Beaumont-sur-Oise pour la mémoire d'Adama Traoré, décédé alors qu'il avait été interpellé par les gendarmes. Sa sœur, Assa Traoré, était hier sur France Info. On l'écoute. Par rapport à la conclusion d'expertise, aujourd'hui, j'ai envie de dire que la juge ne devrait même pas attendre cette conclusion d'expertise. 3 expertises sont sorties qui viennent dire que mon frère est bien mort asphyxié. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est inacceptable. C'est un déni de justice et de la volonté d'étouffer l'affaire de mon frère avec le temps. Alors 2 ans après, effectivement, eh bien, l'enquête se poursuit. On n'a pas encore ses conclusions, on vient de le comprendre. Vous serez à cette marche ? Je serai demain, j'invite chacun à y aller, il faut y être. Assa Traoré est une femme extrêmement digne qui porte ce combat. Nul n'accepterait qu'un de ses proches, comme ça, meure dans des conditions qui, 2 ans plus tard, ne sont toujours pas éclairées. Et je dis, il y a un petit lien entre tout ça. Il est nécessaire que tous les citoyens aient confiance dans la police. C'est indispensable. Je suis élu de Seine-Saint-Denis. Je sais parfois la conflictualité qui existe. Et bon, donc pour rétablir... Il y a quelque chose d'anormal dans cette enquête sur la mort d'Adama Traoré pour vous ? Considérez-vous normal que 2 ans après, la famille ne sache toujours pas les conditions du décès de monsieur Adama Traoré, qui manifestement a perdu la vie à l'occasion d'un contrôle de police étouffé. Je veux dire, au bout d'un moment, on ne l'accepterait de personne et je vois pas pourquoi, parce que c'est la famille Traoré, enfin voilà quoi, au bout d'un moment, ça suffit. Et c'est non seulement la famille est en droit de réclamer la lumière, mais en plus, je le répète, pour que la confiance soit totale, pour que les citoyens comprennent l'utilité indispensable de la police nationale, il faut aussi que quand il y a des incidents, et ça peut arriver parfois, on n'ait pas l'impression qu'il y a une protection, une volonté d'étouffer. Moi, une fois qu'on a dit ça, demain, j'y serai comme parlementaire pour dire nous voulons la vérité sur cette histoire. Tout le monde en sortira grandi. Et éventuellement, s'il y a des fautes, qu'elles soient sanctionnées. Il y aura après un travail de deuil, évidemment, plus important pour la famille, et aussi une capacité vis-à-vis de l'ensemble des citoyens de retrouver une confiance vis-à-vis des forces de l'ordre. Et vous appelez au calme, juste une dernière question d'un mot. Évidemment, je veux dire, de toute manière, je suis pour la paix. Je pense qu'il faut une police républicaine. On ne peut pas, je veux dire, nous en avons besoin. Il faut que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. Et j'ai envie de dire presque pour que les policiers puissent mieux travailler, il faut que, quand il y a ce genre de cas, toutes les lumières soient faites. Alexis Corbière était l'invité de France Info ce matin. Merci à vous. Il est 9h moins 10.